Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui porte sur mes travaux de recherche concernant la canne à sucre, ses usages historiques et potentiels pour l'avenir. Ce sont des travaux que j'ai présentés à l'occasion d'un colloque qui a eu lieu sur les plantes aromatiques, pharmacopée et cosmétologie en Polynésie française. Je suis Maroté à Vitrac, je réalise actuellement une thèse de doctorat à l'Université de la Polynésie française et au CIRAD, qui est un centre de coopération pour la recherche agronomique basé à Montpellier dans le sud de la France. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter les origines de la canne à sucre. La canne à sucre provient de Nouvelle-Guinée. Elle a ensuite été amenée par les Polynésiens en l'an 1000 au cours de leur migration pour peupler les îles d'Océanie. Mais elle a également eu une autre destination, en Asie du Sud-Est, puis dans le bassin méditerranéen, avec différentes espèces. En ce qui concerne la canne à sucre au Tahiti, Bougainville a découvert cette canne à sucre au milieu du XVIIIe siècle, lorsqu'il est arrivé en Polynésie française. Il l'a alors emmené avec lui et dispersé dans le monde entier, et ce sera la première espèce de canne à sucre cultivée jusque dans les années 1840-1880. Elle a ensuite été progressivement remplacée par les autres variétés plus productives, notamment des variétés du groupe Cherrybonne, également issues du Pacifique. Et deux de ces variétés, donc la Tahiti et la Cherrybonne, ont servi de base de création aux variétés modernes qui ont eu lieu dans les années 1900, 1929 précisément à la station de Java. Et ce sont donc deux ancêtres prédominants des variétés modernes de canne à sucre cultivées aujourd'hui dans le monde. Ces cannes à sucre, qui ont été croisées avec une espèce sauvage qui est le Saccharum spontaneum, ont donné lieu au processus de nobilisation, le fait d'apporter des gènes nobles des cannes ancestrales aux cannes à sucre d'espèces sauvages pour produire les variétés sucrières que nous connaissons tous aujourd'hui. Quelques descriptions de la littérature. La littérature ancienne nous expose que nous avions 10 à 12 cannes à sucre environ décrites lorsque Bougainville est arrivé en Polynésie française, et particulièrement deux références, Cusinte en 1860 et Te Wira Henry en 1928. Le tableau que vous avez devant vous expose les différents noms polynésiens ainsi que leurs descriptions, et on peut voir déjà que pour certaines variétés, eh bien, il y a des différences. Par exemple, pour l'atto Rutu, elle est légèrement pourpre avec des feuilles pourpres pour Cusinte, alors que pour Henry, vous pouvez voir qu'elle est décrite comme étant jaune et verte. Ces contradictions nous ont amené à nous poser des questions sur ces cannes à sucre, et donc à aller chercher la véracité. Aux îles Marquises, dans un deuxième temps, un certain Brown, en 1931, a découvert 14 variétés de canne à sucre, les a décrites, et a même décrit une variété particulière que les Hawaïens ont importée en 1853, la variété Lahaina. Cette variété est probablement la variété au Tahiti d'origine, celle que nous recherchons. Lorsque nous avons contacté nos collègues hawaïens du Hawaiian Agricultural Research Center, ils nous ont accueillis les bras ouverts parce qu'eux, ils sont particulièrement fervents de ces histoires de canne à sucre noble, et ils ont conservé en collection toutes leurs variétés. Alors on s'est posé la question de savoir si cette canne qui est jaune et verte avec des rayures rouges, ne serait pas ressemblante avec nos Topi Avare, le nom tahitien, légèrement rouge avec des entreneux serrés, un faible diamètre et légèrement rouge, verte, jaune. En ce qui concerne les usages anciens de la canne à sucre, eh bien, ils étaient d'abord friands du jus sucré, nos ancêtres les Polynésiens. Et donc, c'était des usages nutritionnels et qui servaient donc aussi, pour des usages thérapeutiques dans un deuxième temps, à diluer les remèdes médicinaux qui sont eux-mêmes souvent difficiles à boire parce que non appétants. Ces jus de canne à sucre, ils ont été utilisés donc par les tradipraticiens, et également nous avions des usages technologiques puisque les Polynésiens à l'époque pouvaient recouvrir leur toiture de paille de canne à sucre, un petit peu comme le cocotier ou le pandanus aujourd'hui.
Il y avait un autre usage qui est l'usage culturel. Cet usage culturel, lui, il est plus particulier surtout aux îles Marquises, puisque certains Tawa, certains donc experts ou sorciers de l'époque, ont utilisé carrément des tiges de canne dans certains rituels chamaniques, notamment lors de sacrifices, donc des pratiques très anciennes, mais la canne à sucre était bien présente parmi les Polynésiens. En ce qui concerne l'histoire moderne de la canne à sucre, elles ont été donc sélectionnées par les Polynésiens au cours de leur migration, ça nous l'avons vu, découvertes par Bougainville, renommée Haut-Tahiti au XVIIIe siècle. Et les plantations se sont développées après les Européens. Vous pouvez voir sur cette photo une plantation des années 1900 autour de la plaine de Taunoa à Pirée, où nous avions la plus grande plantation avec la plantation d'Atimaono à Papara. La plus grande surface cultivée à Tahiti était de 100 hectares. 100 hectares, ça va faire sourire nos amis antillais ou réunionnais lorsqu'ils vont voir cette vidéo, puisqu'avec leurs 27 000 hectares de canne à sucre pour chaque île et plusieurs sucreries, bon, on est quand même très loin du compte. Il n'empêche qu'à Tahiti, c'est quand même quelque chose qui était important et qui aujourd'hui peut donner naissance à nouveau à une industrie. Il faut savoir qu'il y a aussi un aspect culturel encore très important vis-à-vis de cette canne à sucre, puisque le domaine d'Atimaono, qui a été donc un des principaux en termes de culture, a donné à la Polynésie la communauté chinoise actuelle, puisque les Chinois sont arrivés en Polynésie avec cette plantation, qui était aussi une plantation de coton à l'époque. Les impacts sont donc très importants en termes sociétal, en termes historiques et culturels, et c'est ce que nous recherchons aujourd'hui, cette canne d'origine, la canne qui a été cultivée à Atimaono et dans la plaine de Taunoa. Toujours sur le domaine d'Atimaono, on peut voir donc sur ces deux photos les broyeurs d'époque qui sont toujours aujourd'hui présents, dans un état de délabrement certain, mais toujours présents, et qui mériteraient notamment d'être restaurés. Jusque dans les années 1950-1975, on produisait encore du rhum. Vous voyez qu'on s'est procuré l'image d'une bouteille de rhum de l'époque. Alors bon, ça vaut ce que ça vaut, on a essayé de s'en procurer, on n'a pas réussi et on aimerait bien mettre la main dessus. C'est ce qui nous a donné l'idée, à notre époque contemporaine, de replanter de la canne à sucre en 2014, sous l'impulsion de la distillerie Avatea. La première idée est née en 2012. Mais c'est véritablement en 2014 que nous avons réalisé la première plantation, une plantation d'1 hectare, que vous voyez donc représentée sur cette photo, en plantation traditionnelle. Cette plantation traditionnelle a été réalisée avec 4 tonnes de canne que nous avons trouvées dans les jardins des Polynésiens. Donc il faut se remémorer un petit peu l'historique des grandes plantations, 100 hectares, etc. Et nous, on a fait le tour de l'île pendant 15 jours et on a réussi à trouver 4 tonnes de canne dans des jardins. Donc l'effort n'était pas des moindres. Grâce à ça, on a pu avoir notre première plantation et on en a profité en même temps pour répondre aux standards européens de la certification bio. Cette certification bio, elle était très importante pour nous puisqu'on se présentait sur un projet vierge et qu'on a aussi l'ambition de prouver qu'on peut, grâce à cette culture de canne à sucre, trouver une façon de se substituer au désherbage par l'usage de désherbants ou d'autres techniques qui sont nocives pour l'environnement. Les premières cannes qui ont été trouvées, à l'occasion de cette collecte de 4 hectares dans les jardins, ont été des cannes nobles, que vous voyez sur cette photo. Cette canne noble, elle a des entrenœuds serrés, elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à la canne de Hawaï, ça on l'a vu précédemment. Mais on a trouvé d'autres cannes, et donc on a décidé de mettre en collection, pour démêler le vrai du faux, grâce à nos amis hawaïens notamment dans leur participation, dans notre usine d'Avatea à Paea, une collection de canne à sucre qui reprend l'ensemble des variétés qu'on a trouvées. On a importé, à titre de comparaison pour notre étude, des variétés nobles de centres de quarantaine comme Visacan du CIRAD à Montpellier, la variété Batavia par exemple, et on a aussi des données donc de nos amis hawaïens sur la canne Lahaina de Hawaï. Dans les cannes que l'on a retrouvées à Tahiti, on a également retrouvé des cannes qui sont plus fines, qui sont plus grandes, qui ont un meilleur rendement et qui s'apparentent plus à des hybrides productifs issus du processus de nobilisation. Nous avons également trouvé d'autres variétés, des variétés qui ressemblent plus à des cannes sauvages,
par exemple comme le To'aeho décrit dans la littérature et qu'on suppose avoir retrouvé, une canne plus fine, avec un taux de sucre plus faible, mais avec un potentiel qui pourrait être un potentiel aromatique par exemple. Naturellement, en parallèle de la démarche morphologique, s'ajoute une démarche d'identification en biologie moléculaire. Grâce à l'outil génétique, on a les moyens aujourd'hui de retrouver qui est qui, ou en tout cas de comparer les cannes entre elles pour savoir qui elles sont précisément. Voilà donc la première collection située chez Avatea et démarrée en 2014 en même temps que nos plantations. En ce qui concerne le genre Saccharum en Polynésie, j'ai souhaité faire une petite aparté en ce qui concerne le fait qu'il est très facile de confondre les variétés de cannes des autres variétés de graminées qui ne sont pas du tout des cannes à sucre. On peut voir par exemple notre Saccharum officinarum, la variété de canne à sucre, comparée à Centrus purpureum, qui est simplement une grande graminée qui n'est pas sucrée, qui ne fait pas du tout partie de la même famille, qui sont quand même très comparables en termes de morphologie, surtout au stade juvénile. Et il en va de même pour le To'aeho, donc l'hybride que l'on a retrouvé localement comme une canne sauvage, ou d'autres espèces qui contiennent également du sucre, comme Tripsacum andersoni. Ces variétés ne sont clairement pas du tout les mêmes en termes de classification. Donc vous voyez que le genre Saccharum ici comprend les espèces du genre Saccharum font partie de la famille des saccarifères, comme le Miscanthus floridius, mais également une sous-famille différente et qui n'est pas des espèces saccarifères, donc avec les Tripsacum et les Pennisetum. En ce qui concerne les données chiffrées concernant la canne à sucre, puisque nous avons mis ces cannes en culture et que nous avons cultivées à des fins agronomiques, donc les espèces en bleu sur ce tableau représentent les hybrides productifs que nous avons trouvés localement. Ces hybrides productifs ont un taux de fibres représenté donc en bleu qui est comparable aux cannes nobles qui sont représentées en jaune, avec un taux de sucre légèrement inférieur pour les cannes nobles. Et quand on passe aux espèces sauvages, et ben là on est carrément sur des taux de fibres qui sont supérieurs avec un taux de sucre qui est légèrement inférieur. Alors on s'est posé la question de notre fameuse canne To'aeho, cette canne qui est une canne sauvage. Qu'est-ce qu'elle représente pour nous et comment prouver que ça pourrait être un hybride natif? Eh ben, on est allé regarder son taux de sucre, sa croissance, son taux de fibre. Et il se trouve qu'on a un taux de sucre donc, de 15 degrés Brix, un taux de fibre d'environ 40, qui la place pile poil entre les Saccharum officinarum et nos espèces sauvages. Ce serait très probablement un hybride trouvé localement entre l'espèce Saccharum officinarum et l'espèce Miscanthus, qui serait intéressant parce que ça pourrait être un hybride avec des propriétés aromatiques particulières, natif de Polynésie, qui nous intéresse grandement dans notre démarche de retrouver toutes nos variétés d'origine. En ce qui concerne la production industrielle et les données qui sont concernées, ces deux graphiques nous montrent des choses intéressantes. Les variétés 6, 7 et 8 sont clairement des variétés modernes. Ce sont les variétés productives. Le graphique du haut nous montre l'impact de la biomasse en 2015 et en 2016. La biomasse est très importante, beaucoup plus importante que les variétés qui sont situées sur l'autre partie du graphique, qui sont des cannes nobles. En termes d'impact des bioagresseurs, représentés par les points rouges, on voit aussi la sensibilité aux bioagresseurs de ces cannes, particulièrement des cannes nobles, et très peu des cannes hybrides. On voit donc l'intérêt d'utiliser des cannes hybrides pour la production romière. En ce qui concerne la production de rhum, sur le graphique du dessous, et bien là on est carrément sur des rendements qui sont bien plus intéressants en termes de production d'alcool que toutes les cannes nobles, même toutes les cannes nobles réunies. La seule qui pourrait être intéressante est la variété numéro 1, et il se trouve que cette variété numéro 1, lorsqu'on va regarder précisément quelle elle est, et bien il se trouve que c'est notre Topiavare, la fameuse Lahaina, la canne de Hawaï, ce qui nous intéresse beaucoup. En termes de rendement, ces cannes sont intéressantes et elles pourraient prétendre à une production industrielle. En conclusion, nous avons donc trouvé différents tubes de canne à sucre, des cannes à sucre d'origine Saccharum, Saccharum officinarum, du groupe Otaiti, avec différentes variétés. On n'arrive pas à les différencier de façon sûre et certaine, on a encore besoin de travailler en biologie moléculaire, en identification, en culture.
Mais nous avons quand même un très bon potentiel pour une ou deux variétés de Saccharum officinarum, certainement la variété Otaiti d'origine qu'on espère retrouver grâce à nos travaux. Des investigations vont être poursuivies désormais en termes de potentiel aromatique de nos cannes à sucre et en termes de productivité. Tout ça dans le but de développer une économie insulaire basée sur la production romière. Et la production romière, ça, c'est véritablement ce qui est porté aujourd'hui aussi par les industriels, et notamment la distillerie Avatea, ou les autres distilleries, comme celle de Morea ou celle de Taha. J'espère que ce sujet vous aura intéressé et que vous vous intéresserez désormais plus au rhum polynésien, ou moins. En tout cas, je reste à votre disposition si vous avez des questions et que cette vidéo vous a plu.